À tous et à toutes et bonjour à vous, José Rodriguez dos Santos. Bienvenue dans ce live organisé en partenariat entre Le Point et Quai du Polar. Je suis enchantée de m'entretenir avec vous à propos de votre dernier livre que j'ai ici, Le Sixième Sens, voilà, qui est publié aux éditions Hervé Chopin et qui est absolument passionnant. On va en discuter, mais qui aborde des thématiques, je pense, assez méconnues pour la plupart d'entre nous et qui nous permet de comprendre, vous le racontez à la fois avec beaucoup de sens du suspense et de la narration, et en même temps beaucoup de pédagogie. Et donc on va aller avec vous au-devant de grandes et passionnantes découvertes scientifiques concernant notamment les entéogènes, et vous nous expliquerez de quoi il s'agit. Bonjour et bienvenue. Euh, Première question, première présentation avant d'entamer la discussion autour du sixième sens et puis plus globalement de votre œuvre et de vos thrillers. J'aimerais vous présenter. Alors quand on lit la quatrième de couverture, quand on regarde un peu aussi sur Internet et qu'on prend des informations sur vous, on voit que vous avez quand même une vie extrêmement passionnante. Vous avez été journaliste, reporter de guerre, présentateur du JT au Portugal, mais aussi professeur d'université et titulaire de deux doctorats, dont un que vous avez passé à Paris, Panthéon-Assas. C'est pour ça que vous parlez aussi parfaitement français, j'imagine, ou peut-être que vous avez d'autres explications à nous donner sur ce parcours de vie qui est le vôtre. En tout cas, voilà, un homme aux vies multiples, un homme au centre d'intérêt aussi multiples et un écrivain. Et vous êtes notamment l'auteur. Alors, quand on regarde vos livres sur Internet, on voit toute une foule de livres, une bonne trentaine. Donc, bravo à vous parce que avec tous ces métiers et toutes ces casquettes que vous portez, c'est quand même assez remarquable de trouver le temps d'écrire des livres. Et puis, alors, comme vous le voyez, hein, je le montre au niveau de la tranche, c'est quand même pas des nouvelles que vous écrivez, c'est même des pavés plutôt très palpitants et très bien documentés. Vous êtes notamment l'auteur de la saga Thomas Noronia. Norona ou Noronia? Noronha. Noronia. Le Euh, NH, on lit mieux comme Espagne. C'est bien ce qui me Exact. semblait, c'est bien ce qui me semblait. Je cite quelques titres de cette saga, La Formule de Dieu, L'ultime secret du Christ, La clé de Salomon, Signe de vie, Immortel, La femme au dragon rouge, et il y en a d'autres. Voilà, c'est une saga assez riche. Et puis donc le sixième sens, dont on parlera plus avant dans quelques minutes. Mais d'abord, voilà, j'avais envie de discuter avec vous, José Rodriguez dos Santos, de votre parcours et de ce qui vous a amené à cette activité d'écrivain parmi tant d'autres. Qu'est-ce que vous diriez pour vous présenter? Bonjour Élise, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Alors, comme vous avez dit, je suis un journaliste. Je fais le journal au Portugal il y a une trentaine d'années. Je suis reporter de guerre aussi. Et j'étais professeur à l'Université de Lisbonne pendant 25 ans. Et ce qui s'est passé, j'ai fait ma première thèse de doctorat. Oui, je l'ai publié. Et un jour, dans un salon du livre au Portugal, le président de l'association portugaise des écrivains, il m'a dit, j'ai lu votre bouquin, votre thèse, et je trouve que vous êtes un romancier. Et j'ai pensé, mec, connerie, hein. J'ai jamais pensé à ça. Et puis, j'ai dit, merci, mais il m'a dit, pouvez-vous m'écrire une petite nouvelle pour mon magazine littéraire? J'avais pas envie de le faire, je vous avoue. Mais je ne pouvais pas le dire non, alors j'ai raconté une petite histoire, c'est passé au Timor oriental. Et finalement, j'étais si passionné par ce que j'écrivais que cette petite histoire, elle avait 200 pages. Hmm. Alors, il attend aujourd'hui encore euh, la petite nouvelle que je lui ai promis, car j'ai publié, c'est mon premier roman. Et là, j'étais accro. J'étais accro à quoi effectivement? Dans mon métier de journaliste, je travaille sur le concept de la vérité. On raconte des histoires vraies. C'est ça ce que les journalistes font. En tant que académicien universitaire à l'Université de Lisbonne, je travaillais sur le réel aussi. Je disais des choses vraies, scientifiques, tout ça. Et je pensais qu'avec la fiction c'est un mensonge. Alors, c'est pas intéressant, mais finalement, non. J'ai découvert que par le biais du mensonge, voire de la fiction, on peut dire des choses vraies
d'une façon beaucoup plus efficace que dans le discours de non-fiction. Et c'est pourquoi j'étais accro. J'ai découvert que je pouvais dire des choses vraies d'une façon beaucoup plus complète. Euh, et c'est ça que m'a fait écrire des romans. Il y a des romanciers qui disent oh, le plus important, c'est le style. Saramago, le prix Nobel portugais, m'a dit ça. Pour moi, le style est le plus important. L'histoire, oui, ok, on peut inventer une histoire quelconque, mais c'est le style le plus important. Umberto Eco, j'étais chez lui, et il m'a dit non, 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 le plus important, c'est l'histoire. Le style, ok, c'est un instrument, mais c'est l'histoire qui est le plus important. Et moi, je crois que les deux, et ce qu'ils disent, c'est parfaitement raisonnable. Toutefois, pour moi, la littérature, le vrai cœur de la littérature n'est pas le style, même s'il est important, n'est pas l'histoire, même si elle est importante, c'est la vérité que le roman est capable de transmettre au lecteur. Quand on lit le procès de Kafka, il nous dit des choses vraies sur une certaine façon de faire la justice, la véridique, où nous sommes perdus là. Quand on lit 1984 de George Orwell, il nous raconte des choses vraies sur le totalitarisme en Union soviétique. Et on apprend ces choses-là. Et Milan Kundera, une fois, il a dit, quand on lit 1984, le style, il est banal. L'histoire, elle n'est pas extraordinaire. Mais c'est la vérité qu'il était capable de saisir qui, que, que, qui, a, qui a fait de cette œuvre une œuvre de la littérature universelle. Et c'est partout. Quand on lit À la recherche d'un perdu de Proust, c'est un livre extraordinaire dans le style, mais c'est sa capacité de parler de la mémoire, de la nostalgie, l'histoire de la Madeleine. Chacun de nous a sa Madeleine. Il nous raconte des choses vraies. Quand on lit Madame Bovary de Flaubert, il nous, bon, le style, j'ai lu une traduction en portugais, c'est pas étonnante. L'histoire, ok, un petit peu banale. Mais c'est il a dit au 19e siècle une chose qui était interdite. C'était pourquoi les hommes, ils avaient des affaires, mais pas les femmes. Et c'était chez elles. Et là, Flaubert, il a dit non, non, les femmes, elles ont aussi des affaires. Et il a déclenché un procès judiciaire en France à cette époque-là. Alors, c'est encore la même chose. C'est pourquoi j'écris des romans. C'est ce qui m'a fait accro à la littérature. C'est utiliser la fiction pour dire des choses vraies. Et c'est ce que je fais dans mes romans. Vous me parlez d'Umberto Eco, par exemple, qui est connu pour avoir, enfin, qui était connu pour avoir une bibliothèque absolument phénoménale. Et là, vous m'avez cité tout un tas de titres, et c'est très intéressant ce que vous dites sur la vérité derrière ces romans, y compris Madame Bovary, et vous avez bien raison de souligner qu'il disait une grande vérité qui secouait pas mal de gens à son époque. Vous, elle est comment, votre bibliothèque? Est-ce que vous êtes un grand lecteur avant d'être un écrivain prolifique? Je dirais que tous les écrivains doivent avoir une grande bibliothèque, Mm. doivent lire beaucoup. Moi, je lis un livre chaque jour ou chaque 2 jours. Ouais. C'est obligatoire, mais c'est aussi parce que, puisque j'écris des romans qui sont beaucoup documentés, il me faut me documenter. Et là, il me faut me plonger sur les différents sujets. Au plus, ce qui se passe, c'est que chacun de mes romans, touche des sujets différents de la connaissance. J'ai des romans qui nous parlent de la physique, de la biologie, de l'intelligence artificielle, de l'écologie, de l'histoire, de philosophie, de religion, de l'économie, de la géopolitique. Alors, tous les domaines de la connaissance m'intéressent et il me faut plonger sur chaque domaine comme si c'était une thèse doctorale, en effet. Alors, ce sont des romans. Je dis toujours que je n'écris pas, j'essaie pas d'écrire des passe-temps, mais des gagne-temps. Voire, on s'amuse à lire un thriller, un polar, un roman historique, classique, oh, mais on apprend des choses aussi. À la Mm. fin, par exemple, quand on lit un livre de Agatha Christie avec Poirot, elle nous raconte une histoire absolument de sa tête. C'est amusant, on passe le temps très bien, mais finalement, on n'apprend rien. À la fin, on n'apprend rien. Et dans mes bouquins, j'essaie de amuser, mais aussi de transmettre des informations qui nous enrichissent. C'est ça ce que je trouve très important chez la littérature. C'est pourquoi je trouve que Orwell était si important, comme Flaubert, comme Proust, comme Kafka et tant d'autres qui nous ont raconté des histoires vraies et nous avons compris les choses
d'une façon plus complète par le biais de la fiction que dans le discours de non-fiction. Je peux vous donner un petit exemple. Euh, c'est par exemple le débarquement en Normandie. On peut écouter à la radio, de lire dans les journaux, les Alliés ont débarqué en Normandie et tout ça. Bon, oui, oh, il y a des choses qui se passent, on est un petit peu bouleversé, évidemment. C'est un événement très grand, mais on ne comprend vraiment pas bien ce qui se passe là. Une autre chose différente, c'est de voir une main qui tremble. L'image va s'ouvrir et on voit que c'est un soldat américain. C'est un Manx. Il est dans le bateau et la porte va s'ouvrir et ses camarades devant lui vont tomber sous les balles allemandes. Il va lui aussi tomber d'un l'eau. Il va essayer d'arriver à la plage. C'est le film de Steven Spielberg. Et par le biais de la fiction, ce film de Spielberg, on comprend bien qu'est-ce qui s'est passé en Normandie. C'est ça la puissance de la fiction. Alors là, enfin, d'abord une question plus générique encore, enfin toujours aussi générique, mais sur la question du choix des thématiques. J'étais un petit peu perturbée parce que je lisais une question qui est arrivée déjà d'une de nos spectatrices du live, Christine, que je remercie, et je garde sa question pour dans un tout petit moment. Je vais vous la poser. Mais là, je vous ai entendu parler de tous ces sujets qui vous passionnent, pour lesquels vous lisez de manière assez incroyable, puisque lire un livre par jour ou un livre tous les 2 jours, c'est quand même rare et c'est assez remarquable. À quel moment, et vous le racontez pour celui-ci dans la postface, hein, vous expliquez comment l'idée vous est venue et qui vous a convaincu d'en parler, mais à quel moment est-ce que vous, quand vous vous dites, tiens, je vais aborder spécifiquement la question de voilà, cette religion ou telle croyance, tel fait scientifique, à quel moment vous vous dites, là, j'ai vraiment un sujet de livre? Est-ce que vous pouvez déjà nous dire en général comment ça se passe et en particulier comment ça s'est passé pour le sixième sens? Alors, je cherche beaucoup travailler sur les tabous, les mythes et les dogmes. Mm. Dans toutes les sociétés, et notre aussi, il y a des sujets qui sont des mythes, voire des choses qui ont dit tout le temps, mais elles ne sont pas vraiment vraies. Il y a d'autres qui sont des dogmes, on ne peut pas y toucher, même si c'est vrai. Et ça, toujours m'intéresse. En effet, c'est ce que Orwell il a fait. Il a écrit 1984, il a publié en 80, pardon, en 49. Alors, c'est 84 au contraire. Il a écrit en 48, il a publié en 49. Et là, il parlait du communisme en tant que régime. À cette époque-là, on ne pouvait pas dire ça de l'Union soviétique. C'était interdit. Il avait, eux, la Seconde Guerre mondiale. Alors, ils étaient des alliés, tout ça, même si c'était le commencement de la guerre froide, on ne fait pas le dire. Et toutefois, George Orwell, il a eu le courage de le dire. Il a touché à un tabou. C'est ça. Il a touché à un tabou. Comme Flaubert, il a touché à un tabou. Et c'est ça. Alors, quand je recherche un sujet, si je trouve que dans ma recherche, ce que je trouve, c'est ce que tout le monde connaît, ça ne m'intéresse pas. Toutefois, il se passe quelquefois que je trouve des choses que les scientifiques, les universitaires ont découvert, mais que le grand public ne connaît pas. Et ça, c'est le tabou. Ça, Mm. ou c'est un dogma ou un mythe quelconque. Et alors, dans mon bouquin, je vais faire le démontage. Alors, c'est ça ce qui m'intéresse, c'est faire ce démontage. Alors, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'intéresse dans un sujet, c'est tous mes bouquins. Il y a un grand écrivain anglais, né à Paris, décédé au Cap Ferrat, William Somerset Maugham, et il a dit un jour, tous les écrivains racontent toujours la même histoire. Bon, c'est pas effectivement vrai, car chacun de mes romans est différent des autres. Toutefois, il y a une vérité là-dedans, c'est que nous sommes obsédés par un sujet quelconque. Et Mm. alors, j'ai pensé sur cette observation de Mann, et j'ai pensé, quelle est l'histoire que je raconte? Et en effet, dans chacun de mes bouquins, c'est une quête sur le sens de la vie, par le biais de la mathématique, la physique, biologie, histoire, religion, philosophie, tous les sujets. Et il y a beaucoup de rapports entre eux, souvent, qu'on ne voit beaucoup. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Premièrement, toucher aux mythes, aux tabous et aux dogmes. Deuxièmement, euh, essayer de comprendre pourquoi est-ce que nous sommes ici. Quel est le but de notre vie? Mm. Et par des histoires vraies, par des découvertes scientifiques, j'essaie bon,
d'explorer ce sujet, ces différents sujets dans mes bouquins. Et ça a fait évoluer ces livres que vous avez écrits, qui parfois parlent de religion, qui parlent de philosophie, qui parlent aussi d'une certaine façon de spiritualité. Ça a fait évoluer votre propre rapport à peut-être, j'ai envie de dire l'invisible. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec ce mot, mais on se pose forcément la question quand on regarde les thématiques qui traversent votre travail. Oui, oui, en effet, la première personne à faire la découverte, c'est moi-même. Je me plonge au sujet, j'essaie de comprendre, comme j'ai dit, j'essaie de le comprendre comme si je fais une thèse de doctorat. Et du moment que j'ai la domaine du sujet, c'est là que je commence à écrire. Mais premièrement, je cherche les réponses pour moi-même. Et puis, je délivre ces réponses au lecteur par le biais d'une histoire, d'espionnage, un thriller, un polar, n'importe quoi. Et dans différents domaines de la connaissance, toujours le même enjeu. Là, vous avez un enquêteur qui, sans trop en révéler sur l'intrigue, qui est pas très bien, voilà, qui vit une dépression et qui va à la fois mener son enquête, et donc on va en parler, mais c'est sur notamment la mort d'un homme un peu inexplicable et un peu louche, et en même temps qui va s'attaquer à son propre mal-être. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que vous apportez des pistes de réflexion sur potentiellement. Alors parfois c'est des sujets très angoissants que vous abordez et là c'est plus, enfin c'est, je sais pas, plus positif, même si ça reste aussi très tabou. Oui, alors, vous voulez parler sur le sixième sens spécifiquement. Bah, en fait, Alors, le sixième j'avais sens, pas fini mes questions générales, mais parlons un peu de ce. Vous m'y avez fait penser avec justement le point de vue personnel que vous aviez, et je pensais au mal-être de votre personnage qui va rencontrer des modifications ou des solutions dans ce livre-là. Et du coup, je me demandais si vous aussi, vous cherchiez ça à travers la littérature et pas seulement à tirer la sonnette d'alarme. non, non, en effet, je cherche ça. Dans le cadre du sixième sens, c'est intéressant parce que, comme je vous ai dit, il y a des choses que je cherche pour faire un roman, pour décider d'écrire un roman. Premièrement, mythe, tabou et dogme. Deuxièmement, une quête sur le sens de la vie. Et dans ce roman-là, les deux sujets sont présents. Alors, je vais toucher à un mythe ou un tabou, je ne sais pas comment dire, mais aussi je vais toucher sur une quête sur le sens de la vie. Car le sixième sens, c'est vraiment une quête sur le sens de la vie. Et en effet, c'est le roman le plus proche que j'ai écrit de la formule de Dieu. Que dans la formule de Dieu, je touche, c'est sur la physique et la mathématique, mais en effet, c'est le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on a découvert, qu'est-ce que la science a découvert au sujet de Dieu. Quelles sont les évidences? Mais je veux dire la vraie science, pas les conneries, non, la vraie science. Einstein, Bohr, tout ça. Et ici, je suis de retour au même sujet, mais par un chemin un petit peu différent qu'on voit dans l'histoire. Vous avez parlé de ce qui se passe au commencement. En effet, c'est un homme qui chute du 10e étage d'un hôtel à Lisbonne. C'est basé sur un événement réel. Un homme qui est chuté du 10e étage d'un hôtel à New York. Il était un agent de la CIA et il était tué à cause des révélations qu'il voulait faire. C'était une histoire vraie, celle-là, qu'il voulait faire sur un programme de la CIA ultra secret qui s'appelait MK Ultra. C'était un programme sur les psychédéliques auquel on parle aujourd'hui comme antiogènes. Et bon, c'était le point de départ pour écrire aussi cette histoire qui va plonger sur le même sujet. Hmm. Alors, je reviens juste sur mes questions plus générales, et il y en a une qui m'intéresse beaucoup. Vous disiez que vous soulevez des tabous, des dogmes, des mythes, etc. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des retours je sais pas, vous parlez de la CIA, en gros, vous parlez de l'armée américaine, de ses recherches, de choses que moi j'ignorais complètement et que j'ai apprises en vous lisant. Est-ce que parfois on vous dit, bon là maintenant, Monsieur Dos Santos, arrêtez d'aller fouiller dans ces sujets-là parce que vous touchez à des choses qu'on n'a pas envie de révéler au grand public. Mais ça, c'est constant. Je peux vous raconter des histoires. Par exemple, j'ai écrit L'ultime secret du Christ. L'ultime secret du Christ, c'est en effet un roman.
C'est un serial killer, un homme qui tue plusieurs gens et les laisse des messages. Ça, c'est l'histoire de fiction. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce que les historiens ont découvert au sujet de Jésus, le personnage réel, au-delà de celui que l'Église nous présente. J'ai publié le livre en racontant qu'est-ce qui a été découvert vraiment sur Jésus, quels sont les documents vrais et quels sont les documents faux, et comment on sait qu'ils sont vrais et comment on sait qu'ils sont faux. Et finalement, l'Église, elle m'a beaucoup critiqué au Portugal. Apparemment, dans un dimanche, dans la messe du midi, ils ont lu un texte contre mon bouquin. Et puis la presse est venue envers moi. Qu'avez-vous à dire sur ce sujet? J'ai dû, premièrement, ma première réaction, c'est merci pour la publicité. Deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a quelque chose du point de vue de l'information non fictionnelle du roman qui est fausse? Si elle est fausse, je suis disponible à changer, mais il faut me dire laquelle. Alors, ils sont revenus vers l'Église et finalement, ils ont dit, bon, on ne peut pas dire qu'ils sont faux. Ce qui se passe, c'est que les gens, à notre avis, les gens ne sont pas prêts à entendre ce genre de choses. Alors là, j'ai dit à la française, désolé. Alors, je touche à des sujets qui sont tabous, mais c'est toujours des choses vraies. Je peux donner d'autres exemples. Il y avait une polémique sur un livre que j'ai publié sur les idéologies, sur les origines marxistes du fascisme. Interdit, une grande polémique, encore la même chose, mais dites-moi, est-ce que ça c'est vraiment faux? Finalement, ils ont dit, bon, ah non, mais ok, alors c'est vrai, c'était un tabou, mais c'est vrai. C'est comme George Orwell avec 1984. À tout l'instant, j'ai écrit un roman avant celui-là, le sixième sens, j'ai publié le protocole chaos sur comment la Russie est en train de détruire l'Occident en utilisant Trump et en utilisant les réseaux sociaux. J'ai des lecteurs à me critiquer. Non, c'est faux. C'est pas vrai que Trump est un agent de Poutine et maintenant ça devient clair qu'il est un agent de Poutine, car il fait tout ce que Poutine veut, en effet. Et, et alors, c'est ce que j'essaie, je touche à des sujets, comme j'ai dit d'abord, des mythes, des tabous et des dogmes. Et j'essaie de montrer ce qu'il y a derrière. Un autre que j'ai écrit sur l'islam radical, à montrer les sources coraniques et des autres textes sacrés de l'islam. Tout ce qu'il fait, c'est basé sur des choses qui sont écrites. Il y a des gens qui n'ont pas aimé, mais finalement, tout est écrit, tout est là. Et c'est ça mon boulot. Je trouve que l'écrivain, il doit voir plus clair avant les autres. C'est son métier. Il doit comprendre les sujets et il doit avoir le courage et la liberté de le dire, même si ça ne va pas être agréable à ces mecs-là, à la droite, à la gauche, au centre, en bas, en haut, n'importe quoi. La vérité est la vérité. Elle n'a pas d'idéologie. Et c'est mon travail de le faire. Et je pense qu'il faut avoir du courage pour le faire, mais il faut le faire. Et c'est le rôle des écrivains. Je ne comprends pas les écrivains qui sont essayer d'écrire des choses fausses, toutefois politiquement correctes. C'est pas notre métier. Si Orwell, il était politiquement correct, il n'avait jamais publié 1984. Ou Kafka, la même chose. C'est notre métier. Et même si nous sommes seuls quelquefois, plus tard ou plus tôt, les gens vont comprendre, ah oui, il a dit la vérité à cette époque-là. Jules Verne, je suis pas Jules Verne, je suis pas Orwell, attention. Mais ce que je veux dire, c'est ainsi que j'envisage la littérature. Jules Verne, il a expliqué le monde avant les autres. On pensait, oh, c'est une folie, mais finalement, c'est passé. Nous avons des sous-marins, on est allé à la Lune, on fait le tour de la Terre en 80 jours et plus vite que ça, en effet, dans une journée. Alors, tout s'est passé, il a vu plus clair. C'est notre travail de le faire. Mm. Et ça vous oblige à une vérité parfaite. En revanche, il ne faut pas qu'on puisse vous dire oui, mais ça, c'était pas tout à fait exact. Donc j'imagine que là, j'ai vu la bibliographie et je montre là, enfin, on voit rien, mais c'est assez sidérant le nombre de livres et de titres que vous avez parcourus, que vous avez même pas parcouru, mais lu attentivement pour préparer ce roman.
Comment vous vous assurez? Est-ce que vous avez des lecteurs autour de vous? Est-ce que vous vérifiez tout scrupuleusement? Enfin, quelle est la méthode pour justement pouvoir ensuite répondre aux gens qui vont venir vous attaquer? Bah, je suis désolée, ça vous dérange peut-être, mais en attendant, c'est la vérité. Alors, ce que je fais, je me plonge sur le sujet, j'essaie de me documenter, comprendre le sujet comme si c'était une pièce de Torah, puis j'écris le roman, et puis, ce que je fais, je l'amène à un spécialiste sur le sujet. Et il va lire, il va me dire, il va faire des corrections ou non. Et je fais des corrections, je demande, mais pourquoi vous dites ça? Et je trouve quelquefois que je sais plus que certains spécialistes dans certains sujets, quelquefois. Par exemple, euh, pour Furie divine, le roman sur l'islam radical, celui qui a relu le texte, c'était un fondateur d'Al-Qaïda pour vérifier que c'était ainsi qu'il voit envisager le monde. Pour la forme de Dieu, c'était un physicien, un mathématicien. Ils ont relu le texte. Euh, je me souviens, bon, à tous les instants, pour celui-là, le sixième sens aussi, un scientifique du centre Champalimaud à Lisbonne, qui fait des recherches très pointues sur le sujet, même si, même en France, l'Institut du cerveau, en Angleterre, Imperial College, aux États-Unis, Johns Hopkins et Harvard. Alors, je cherche des gens qui connaissent le sujet pour, euh, pour ne dire pas des bêtises. Hein. L'histoire de fiction, c'est une histoire de fiction. Le personnage il tombe amoureux de la fille ou n'importe quoi. Là, ça, c'est de la fiction. Mais si dans le roman, je dis Einstein a dit ça ou Bohr a dit ça ou n'importe quoi, ça, c'est la vérité et c'est documenté, évidemment. Alors, on va parler justement maintenant plus précisément du sixième sens. Je remonte la couverture. Voilà. Et là, donc vous l'avez dit, on l'a expliqué, hein, tout commence par un homme qui tombe du 10e étage d'un hôtel, et qui atterrit sur le sol, qui est secouru par un agent de sécurité qui essaye de le réanimer et qui capture avec son téléphone les derniers mots de cet homme qui dit, alors moi je vais pas le redire parce que c'est du latin, mais voilà, qui dit des choses qui paraissent au début très floues et très intrigantes. Et puis Thomas Noronia, votre enquêteur, qui est dépêché sur les lieux, donc qui est appelé à Lisbonne pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, va se rendre compte que c'est pas du tout ce qu'on croyait entendre et qu'en fait ça évoque une certaine lapis philosopho... Oh, j'arrive pas à le dire. Dites-le pour moi. Lapis philosophorum. Voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un peu? Alors, le point de départ, c'est bien sûr ça, et puis ensuite, on va se rendre compte que la mort de cet homme n'est pas forcément aussi accidentelle, que ses activités l'amenaient. Alors, vous avez mentionné tout à l'heure, hein, ce fameux MK Ultra, ces modules de recherche de la CIA. Et puis, tout ça va déboucher sur une enquête sur les antéogènes. Alors là, vous nous expliquerez aussi de quoi il s'agit, mais en gros, on va parler de LSD, on va parler de différentes drogues, d'ayahuasca aussi, vous nous expliquez des choses dans la postface, etc. Enfin, on va partir à la découverte de tout un tas de psychotropes, de choses qui agissent sur le cerveau et qui vont faire se rejoindre le visible et l'invisible, le matériel et l'immatériel, la matière et tout ce qui l'entoure, et tout ça sans bouger finalement de nos corps, donc avec des capacités assez spectaculaires. Et puis bien sûr, il y a aussi des méchants dans ce texte, et notamment un agent chinois qu'on va suivre. Et puis on va partir pour des aventures qui vont amener votre héros jusque vers les chamans, jusque différents endroits du globe. Enfin, c'est absolument captivant. Mais tout ça commence de manière très concrète avec du latin. Et au début, moi, je me suis presque dit, on va être peut-être dans quelque chose de religieux, dans un truc de l'Opus Dei, et en fait, pas du tout. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire bah, de quoi il s'agit justement, ces fameux antéogènes qui vont, à partir de ces petites phrases du début et cet accident dramatique, enfin cet événement dramatique, nous entraîner vers le sujet de ces drogues. Et vous dites à la fin, hein, toutes les drogues sont dangereuses. Il faut quand même le rappeler, mais certaines sont très intéressantes. Oui, en effet, toutes les substances, même l'eau. Euh, il y a le principe de Paracels qui disait le vénin est dans la quantité. Voire, même si on boit, si on dit il nous faut boire de l'eau, certes, mais si on boit trop de l'eau, on peut mourir. Alors,
La dose, elle est très importante. Bref, c'est un roman sur les psychédéliques. En disant des choses ainsi, c'est un petit peu bouleversant. Pourquoi est-ce que j'ai touché à ce sujet? Je voulais pas le faire. C'était ma fille, la plus jeune, qui m'a dit, papa, il faut travailler sur ce sujet-là. Mais les psychédéliques, mais tu déconnes, quoi, parce que c'est pas possible. Ce sont des drogues. Les drogues vont détruire ils sont capables de détruire des personnes, des familles, et sont un cancer dans la société. Je vais pas écrire un roman, apprenez les drogues. C'est impensable. Je ne vais pas faire ça. Non, mais étudier le sujet. Mais puisque je suis une personne ouverte, OK, alors je vais étudier le sujet. Et là, j'ai compris beaucoup de choses que je ne savais pas. Ce que j'ai étudié, ce sont des textes des scientifiques, pas des conneries. Alors, des études scientifiques. Première chose, les psychédéliques, ces substances psychotropiques, euh, sont moins toxiques que l'alcool. Je ne savais pas ça. Je pensais qu'elles étaient très puissantes de point de vue de toxicité. Pas du tout. Moins toxiques que l'alcool. Deuxième chose, et ça a été une énorme surprise, ces substances, à l'exception de la kétamine qui est un anesthésique et la MDMA, ces substances ne créent pas la dépendance. Au contraire, elles guérissent les dépendances. Ça, je n'avais jamais entendu parler. Et c'était tout à fait nouveau. Euh, et puis, j'ai commencé à étudier les recherches avec des résultats thérapeutiques étonnants. Par exemple, en 2006, ils ont fait une étude dans l'université de Johns Hopkins à l'hôpital avec des gens malades du cancer terminal. Ils allaient mourir en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois. Et ces gens, ils étaient évidemment très tristes, avec une profonde dépression et aussi beaucoup d'anxiété, car ils savaient qu'ils allaient mourir. Et on peut imaginer. Alors, ils ont donné de la psilocybine, c'est une substance psychotropique, à ces gens, et 80% ont perdu total ou partiellement la peur de mourir. Ça a été étonnant. Et puisque c'était fait par des scientifiques de top aux États-Unis, ça a déclenché des études partout dans le monde, en France, en Suisse, au Canada, en Belgique, au Portugal, en Espagne, en Australie, bon, partout en Allemagne, partout, on a commencé à faire des études avec des résultats absolument étonnants. Je vous donne un exemple pour parler des dépendances. Il y a une étude par l'hôpital psychiatrique de Saskatchewan au Canada avec 700 alcooliques. Ils ont donné seulement une dose de psilocybine. Et seulement avec une dose, 50% ont arrêté immédiatement de boire de l'alcool. C'était des alcooliques, attention. Alors, comment ça se passe? Ça, c'est le plus intriguant. C'est pas un effet biologique ou chimique quelconque qui nous fait ne vouloir plus boire de l'alcool. Non. Ce sont les visions car ces substances, grâce à elles, nous aurons à voir des visions, et ces visions nous vont dire des choses vraies sur nous-mêmes. Notamment, dans le cas des alcooliques, ce qui se passait, c'est que ces gens-là, ils se voyaient à entrer chez eux, mais pas du point de vue d'eux-mêmes, mais du point de vue de ces femmes et ces enfants. Et ils se voyaient entrer chez eux par cette perspective, à agresser leurs femmes, à agresser leurs enfants. Et à cet instant-là, ils comprenaient qu'ils étaient en train de détruire leur famille. Et après que les visions s'arrêtaient, ils se sont dit, non, je ne vois plus. Et c'est ainsi qu'ils guérissent les dépendances. Les gens, par exemple, ils ont une autre expérience avec des fumeurs, des 15 personnes que fumaient au moins 19 cigarettes par chaque jour pendant 30 années. Ils ont fait des expériences et après 3 sessions de psilocybine, 80% ont arrêté de fumer. Comment? Ils avaient ces visions, ils voyageaient dans leur corps, ils allaient voyager aux poumons et ils voyaient ce qui se passait dans leurs poumons. Il y a même ceux qui ont dit
qu'ils ont découvert qu'ils avaient du cancer au poumon Hmm. grâce à cause C'est vrai, ils avaient vraiment? oui, 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 après, il vérifie. Alors, ce que j'ai découvert, c'est que la capacité thérapeutique de ces substances est très puissante. Maintenant, on peut utiliser pour des raisons médicales ces substances au Canada, en Australie. Donald Trump aux États-Unis, il y a 2 mois, il a signé une ordre exécutive à permettre, le Portugal l'année passée, et je sais que la France commence aussi à légaliser parce que c'est comme l'aspirine, c'est un médicament vraiment. Alors, avec l'accompagnement médical, on peut se guérir de dépendance, on peut se guérir de dépression, de anxiété, de névrose, du stress post-traumatique. Alors, il y a un tas de problèmes psychiatriques qu'on peut guérir par le biais de ces substances. Alors, une partie du roman va nous parler de ça, mais aussi, il va nous parler de beaucoup plus que ça. Hmm. Alors justement, là, c'est quand même un thriller. Il se passe beaucoup de choses et toutes ne sont pas aussi positives que ce que vous venez de nous raconter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu justement la dimension? Bah, l'armée américaine a beaucoup travaillé sur ces substances. Ça suscite beaucoup à la fois de convoitises, de recherche, de dissimulation, de mensonges. Est-ce que vous pouvez nous parler de la face un peu plus sombre Oui, de ces antéogènes? oui. Et Alors, dans le roman, je parle du programme MK Ultra. MK Ultra est né parce que pendant la guerre froide, il y avait certains procès judiciaires dans les pays communistes où des gens disaient des choses qui n'étaient pas croyables, mais ils disaient quand même. Alors, on disait, bon, on a nettoyé leur cerveau et tout ça. Et à cette époque-là, on a pensé, les Américains ont pensé que les Russes, ont découvert une façon de dominer le cerveau des gens, les esprits des gens. OK? Et ils se sont dit, bon, si les Soviétiques, ils ont fait ça, il nous faut faire la même chose. Comment on va le faire? Ils ont entendu parler d'une substance qui a été développée en Suisse, au laboratoire Sandoz, et c'était le LSD. Ils ont acheté des substances et il fallait utiliser ces substances pour la recherche. Quels sont les effets sur le cerveau et tout ça. Mais la CIA, ils n'avaient pas l'expertise, ils n'avaient pas des scientifiques chez eux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé le programme MK Ultra. Ils ont donné ce LSD aux universités pour faire la recherche et aux hôpitaux psychiatriques. Et dans les universités, notamment par exemple en Californie, ils ont commencé, les scientifiques, à faire des expériences avec des étudiants volontaires. Et dans certains hôpitaux psychiatriques, ils ont fait ça avec des patients involontaires, y incluant des enfants. Ils ont fait ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Surtout aux universités, les professeurs ont commencé à comprendre que les gens, après avoir ces visions créées par ces substances, c'était des visions vraies en effet, les gens commençaient à être plus ouverts au monde, plus tolérantes. Et ils se sont dit, mais les gens sont meilleurs, les gens sont meilleurs, ils sont plus tolérantes, euh, plus ouvertes, tout cela. Alors, ils ont commencé à donner à tous les étudiants, pas seulement dans les expériences, mais hors les expériences, à tous les étudiants. Et soudain, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des jeunes hommes ont sont refusés à aller à la guerre. C'était la période de la guerre du Vietnam. OK? Et ils disaient Make love, not war. Parce que make love, c'est un message des psychédéliques. Alors, il y a une histoire que je raconte et il faut peut-être raconter cette histoire pour comprendre mieux les faits. En 2019, euh, alors très récemment, dans ces expériences dans une université aux États-Unis, euh, ils faisaient des expériences avec le volontaire et à la fin, les gens remplissaient un formulaire et décrire ce qu'ils ont vu, tout ça. raconter à la fin. Exactement, je raconte cette histoire à la fin. Mais c'est pas un spoiler. C'est important seulement pour C'est comprendre génial le ça. mécanisme. Le Ouais. mécanisme. Alors, euh,
euh, il remplait le formulaire, il le laissait avec les scientifiques et il partait chez eux. Et puis, à la fin de la journée, les scientifiques lisaient les formulaires. Et un de ces formulaires, un mec, il a écrit, euh, après avoir ces visions, je sais ce que je dois faire, googlez mon nom. Ils sont dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors, ils ont googlé son nom, ils ont découvert qu'il était un homme très violent. Il a été détenu plusieurs fois, il avait agressé des gens, une personne très intolérante. Et ils se sont dit, mais dis donc, nous sommes aux États-Unis, il va acheter un fusil, il va tuer des gens, et à la fin, il va dire que c'est la faute de l'université, c'est la faute de l'expérience, ça sera son alibi. Alors, ils ont décidé, panique à l'université, il faut appeler la police, mais avant d'appeler la police, il faut parler avec le mec. Alors, ils l'ont appelé. Alors, monsieur, vous étiez ici à l'université, vous avez fait l'expérience, ah oui, 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 ce matin, oui, en effet. On a lu votre formulaire, vous avez dit, je sais ce que je dois faire maintenant. Que voulez-vous dire par ça? Et il a répondu, vous savez, pendant longtemps, j'étais un homme très violent, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la police, j'étais en prison et tout ça. J'avais des agressions envers les gens, vraiment un cauchemar ma vie. Mais après cette vision ce matin, j'ai compris que la force la plus puissante du monde, c'est l'amour. Et alors je vais changer. Je ne ferai plus ce que j'ai fait. Et c'est ce que les scientifiques aux universités dans les années 50 et 60, ils ont donc découvert aussi. Les gens devenaient plus positifs, plus amicales, plus ouvertes, plus tolérantes. Et alors c'est pourquoi ils ont. Et ces gens-là, ils disaient Make love not war, c'est le message. Euh, et quand on parle avec beaucoup de psychiatriques, ils disent beaucoup de gens qui ont des problèmes psychiatriques, pas tous les problèmes, mais beaucoup de, c'est la manque l'amour. C'est manque l'amour. Et c'est le message de ces substances. Et ça, j'ai découvert très intéressant. Et là, on commence à toucher un petit peu à la deuxième chose qui m'intéresse, c'est la quête du sens de la vie, qui est inscrite dans ce roman aussi. Pas seulement le sujet tabou et les dogmas et tout ça, c'est aussi cette quête. Oui, et d'ailleurs, on voit que on se rapproche aussi de certains sujets de religion, le chamanisme, le bouddhisme. Enfin voilà, vous faites le lien avec et ces questions de conscience. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors, euh, je vais parler sur le côté thérapeutique. Je n'évoquerai que quelques petits détails, hein. Il y a beaucoup de choses plus dans le roman. Mais ce qui m'a intéressé vraiment, c'était pas le côté thérapeutique, c'est cette question-ci. Si ces substances nous disent des choses vraies sur nous-mêmes, quand on est alcoolisé, quand on prend du tabac pendant longtemps et tout ça, les effets qu'il y a sur le corps. Alors, beaucoup de gens disent, ah, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même avec ces substances. Alors, il y a ce côté thérapeutique, mais si ces substances nous disent des choses vraies sur nous-mêmes, est-ce que les choses, ces substances nous disent, ces visions, nous disent sur l'univers, sur la vie et sur la mort, elles sont vraies aussi? Car je vous ai parlé de l'expérience de Johns Hopkins, où 80% des gens avec du cancer terminal ont perdu total ou partiellement la peur de la mort. Pourquoi? Parce que dans ces visions, ils voyaient qu'est-ce que c'est la mort. Et ils se disaient, en effet, j'ai compris qu'est-ce que la mort. La mort, c'est la fin biologique et c'est la fin de mon ego. Toutefois, c'est pas la fin de ma conscience. La conscience, elle restera là. Elle fait partie d'une sorte de conscience universelle. Et quand j'ai lu ça, j'étais très frappé par les liens entre ces observations et des grandes découvertes dans la physique, notamment une conception qui s'appelle fonction d'onde. C'est un concept qui vient de 1928 de Erwin Schrödinger, celui du chat de Schrödinger. Alors, il a créé un concept on comprend aujourd'hui qui est vrai. Einstein l'appelait il l'appelait Gespensterfeld, le champ fantôme. C'est que la réalité est une sorte de fantôme universel qui ne devient réel que quand on fait une observation consciente. C'est pourquoi des prix de Nobel de la physique ont dit, notamment Norbert Wiener, on dit si on ne résout pas, on ne peut pas résoudre le mystère de l'univers sans résoudre le mystère de la conscience.
car c'est la conscience qui va créer l'univers. Et ça, c'est pas une connerie que je dis, c'est la physique. C'est la physique. On lit chez Schrödinger, chez Heisenberg, chez Bohr et tout ça. Et en effet, Alain Aspect, il a gagné le prix Nobel de la physique il y a 2 ans grâce à des travaux expérimentaux qui ont démontré ces phénomènes, ou quelques des phénomènes liés à ce phénomène plus général. Alors c'est ça qui m'a attrapé, car les choses que ces visions nous disent sur l'univers, sur la vie et sur la mort sont en accord avec les grandes découvertes scientifiques. Et c'est ça ce que j'explore dans le roman. Et il y a la question que je pose, basée sur une expérience au Imperial College à Londres, récente. Ils ont mesuré ce qui se passe dans le cerveau pendant des visions des psychotropiques. Ils ont découvert que, au contraire de ce qu'ils attendaient, le cerveau devient beaucoup plus actif que normal. La personne, elle est très tranquille. Toutefois, le cerveau, il bouleverse, pour ainsi dire. Et il bouge de façon qu'on n'a jamais vue ailleurs. Alors, la possibilité que je présente dans le roman, c'est est-ce que ces substances réveillent à nous un sixième sens qui nous permet d'accéder à des choses normalement invisibles aux cinq sens. C'est ça, et c'est basé sur cette expérience de l'Imperial College. Et aussi sur toutes les témoignages des gens qui on a eux, ces expériences et des études scientifiques qui nous en parlent et aussi sur les choses qui sont dans la physique. Et c'est très intéressant là, et ça, c'est un point de contact avec la promesse de Dieu, c'est que dans le bouddhisme, on dit la même chose sur la vie, sur la mort. On dit la même chose qu'on trouve chez la physique quantique et aussi chez les visions des substances psychotropiques, des entéogènes. Et qu'est-ce que ça veut dire entéogène? Ça veut dire le devin à nous, le devin à nous. Et quand on va au Népal et on dit salut, on dit namasté. Namasté, ça veut dire je salue le devin à vous. Alors, on a une question de Christine, je l'ai évoquée tout à l'heure et je voudrais surtout pas oublier de vous la poser parce que là, on, on- on se rapproche de la limite de temps, mais Christine, qui aime beaucoup vos livres, elle dit, dans tous vos romans, vous nous parlez de diverses menaces, IA, Chine, Russie, etc. À votre avis, quelle est la plus probable à l'heure actuelle? J'adore tous vos livres. Ça, c'était Christine. Salut Christine. Bon, la plus grande menace, oui, il y a plusieurs menaces. J'en parle par exemple d'un immortel sur l'intelligence artificielle. Je parle sur le totalitarisme chez La femme au dragon rouge. C'est un roman qui nous parle de la Chine aujourd'hui. Ils ont plus d'une centaine de camps de concentration avec plus d'1 million de personnes y enfermées. Ça se passe aujourd'hui, pas les années 40 du siècle précédent. Il faut le comprendre. Alors, il y a plusieurs menaces. Les changements climatiques, dont j'en parle dans un animal, le roman sur la cognition animale. Euh, alors, il y a plusieurs menaces, mais je suis finalement un petit peu optimiste dans ce sens. Si on imagine les grands écrivains de science du 19e siècle, les romanciers de science, c'était en France, Jules Verne, le, le positif, l'optimiste. Et en Angleterre, Herbert George Wells, H.G. Wells, le pessimiste. Euh, et, et Wells, il nous parlait de bon, il ne faut pas aller sur Mars, car ils peuvent nous envahir. Il ne faut pas faire des expériences avec les gens, car ils peuvent devenir invisibles, et puis ça sera une catastrophe et tout ça. Et Jules Verne, il nous parlait d'aller à la Lune. Il nous parlait de faire le tour du monde en 80 jours et peut-être plus vite que ça. Il nous parlait des bateaux que voyager sous la mer. Euh, et le temps nous a montré que c'était Jules Verne qui avait raison. En effet, le monde est aujourd'hui, même en dépit des défis, même en dépit des menaces, il est beaucoup mieux aujourd'hui qu'il était avant. Et le changement, certes, il y a toujours des menaces. Je donne toujours un exemple. Et j'en parle en effet un petit peu dans Immortel, le roman sur l'intelligence artificielle. Toutes les technologies ont une utilisation duale, voire on peut utiliser la technologie
pour faire une chose positive ou une chose négative. Par exemple, je vais vous montrer ici, j'ai un couteau. Alors, je peux avoir Vous un m'avez couteau. jamais fait ça encore. Oui, voilà, voilà, je suis très menaçant là. Alors, on peut avoir un couteau pour couper quelque chose pour manger ou pour tuer quelqu'un. Mais je pose la question au lecteur du point. Combien de vous avez utilisé un couteau dans les dernières 24 heures pour manger? Probablement tous. Probablement tous. Combien de vous ont utilisé un couteau une fois dans votre vie pour tuer une personne? J'espère personne. Mais certainement, très rarement, quelqu'un l'a fait. Alors, même si il y a une utilisation de doigts dans toutes les technologies, à la limite, les gens deviennent un dépit des évidences, mais deviennent raisonnables. Et le monde aujourd'hui, au-delà de toutes ces menaces dont Herbert George Wells nous parlait, en effet, le monde qui a été construit, ce fut le monde de Jules Verne. Euh, les médicaments, les transports, euh, bon, toutes les choses qui rendent la vie plus agréable. Euh, Avant, il n'y avait pas beaucoup de gens dans le monde, peut-être 1 milliard, il y avait beaucoup de famines. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards, il n'y a pas autant de famines comme ça. Et la famine que nous avons sont normalement pas par manque de nourriture, mais par des raisons politiques, des régimes comme la Corée du Nord et tout ça. Alors, au Soudan, les choses qui se passent au Soudan. Euh, et alors, en effet, le monde, il va pour le mieux. Alors, je pense que à la fin, je dirais, le message est un message optimiste, est un message positif. Et c'est l'évidence qui nous montre. C'est pas notre désir, c'est l'évidence. Bon, eh ben, ça fait plaisir à entendre. Et il y a un salut de Paul André, qui est un fan inconditionnel, qui a lu tous vos livres depuis le premier. Et lui, il aimerait bien voir le Sixième Sens adapté au cinéma ou en série. Je suis assez d'accord, ça serait super. Mais un peu coûteux, à mon avis, quand même. Oui, oui, bon, mais ça, tous mes bouquins. Vous savez, mon travail, c'est d'écrire des romans. Faire du cinéma, c'est pour les autres, c'est pour les directeurs, et les producteurs et tout ça. C'est pas. J'ai vendu des droits de mes livres pour adaptation, mais s'ils vont le faire ou non, ça ne dépend pas de moi. On a fait une adaptation pour une série de télévision, la télévision portugaise et brésilienne sur Codex. C'est un roman sur l'émissaire autour de Christophe Colomb. Euh, et ça, on a fait, mais c'est pas en français, désolé. Toutefois, tôt ou tard, ça arrivera en français, en anglais, en autre langue quelconque. Bon, alors Paul André, espoir et patience, ou alors apprendre le portugais, c'est aussi une solution. Est-ce que vous avez déjà une idée du prochain sujet et est-ce que vous êtes le genre d'auteur qui dit sur quoi il va écrire ou qui reste secret jusqu'au moment de la parution? Oui, oui, non, je resterai, mais c'est vrai que j'ai déjà terminé mon prochain roman. Il va sortir au Portugal en octobre et en français, il va sortir au printemps l'année prochaine. Eh bien, on est très impatient de lire. En attendant, on peut lire Le Sixième Sens. Je le montre en entier. Voilà. Il est, comme on l'a compris en vous écoutant, mais c'est absolument palpitant. Et on apprend des choses insoupçonnées, insoupçonnables et complètement spectaculaires. Et puis moi, j'aime beaucoup aussi Thomas Noronia parce que malgré toute cette, le côté grandiloquent de tout ce qui se passe des découvertes qu'il fait, c'est un homme qui est touchant et qui a aussi une intimité et qui a aussi des tracas. Et voilà, moi je trouve que j'aime beaucoup les grands thrillers scientifiques, plein d'informations, mais dans lesquels on a aussi un héros ou une héroïne qui sont proches de nous finalement et qui peuvent aussi nous ressembler, même si moi j'aurais moins de courage d'esprit d'aventure que votre héros. Et puis je crois qu'on peut vous retrouver en France dans un festival le mois prochain. Oui, alors je serai ce week-end, je serai au Salon du Livre de Nice. Et puis, dans un mois, je pense, ça sera Créteil en Poche à Paris. Je serai aussi, pour ceux qui sont au Canada, je serai à Montréal en 2 semaines, je pense. Mais ça sera pas pour le Salon du Livre, car il sera plus tard. Mais bon, ça sera pour une tournée de promotion.
du sixième sens, justement. Vous êtes un grand voyageur, donc à Nice ce week-end pour les Niçois et les Niçoises, à Créteil-en-Poche dans un mois, donc dont Le Point est partenaire aussi d'ailleurs, donc vous nous retrouverez aussi dans ce festival, et puis à Montréal au mois de juin. Bravo. Merci Très encore. bien. Merci encore pour cette discussion, José Rodriguez de Santos. C'était absolument captivant. Normalement, on fait la moitié moins long, mais là, là, c'était tout simplement impossible d'arrêter de discuter et de vous écouter. Et je resterai volontiers avec vous une heure de plus. Donc voilà, merci aussi à toute l'équipe de Quai du Polar, à Flora Espégel et à toutes ceux et celles qui travaillent au Point et à Quai du Polar pour rendre possible ces discussions en live. Et merci aussi à Christine et à Paul-André qui ont manifesté leur intérêt en posant des questions dans ce live. Et puis bien sûr, un grand merci à vous encore et à très bientôt pour le sixième sens et la suite. Donc on attend impatiemment ce prochain livre. Merci, Élise. Merci à tout le monde. C'était un plaisir, vraiment.